Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gator. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes à la veille du dialogue politique au Togo. Les différents protagonistes affichent une certaine sérénité avant l'ouverture des discussions demain. Une partie de la société civile semble quand même mettre la pression sur les acteurs qui doivent s'entendre pour l'intérêt des populations. Ils évoquent le retour à la Constitution qui est toujours d'actualité, s'il faudra éviter les surenchères ou céder pour des discussions réussies. On abordera clairement le sujet avec mes confrères en studio. Et de l'actualité internationale, l'Afrique du Sud, le pays arc-en-ciel est en attente de l'annonce du départ du pouvoir de Jacob Zuma. Son parti, la ANC, lui demande de quitter le pouvoir. Il semble être lâché un petit peu. On va aborder clairement aussi le sujet chez nous. Taxi FM. Le monde en une radio. Retour en studio avec mes confrères. Juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce mercredi. Dans les kiosques, vous pouvez trouver le quotidien Liberté. Il y a aussi le quotidien Togo Matin, l'hebdomadaire Le Messager, le bi-hebdomadaire Le Libéral, l'hebdomadaire Le Dialogue. Il y a aussi le journal La Dépêche, le quotidien Forum de la semaine, Actu Express qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur le dialogue politique au Togo. Le Front Togo Citoyen Debout exige la retransmission en direct des travaux. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis par rapport donc à Sarama Assurance, le directeur général Magloire Dochamou a été viré hier, écrit Actu Express. On pourra aussi revenir sur le sujet. Et puis réalisation des ODD au Togo, la production commune de l'SMC officiellement lancée. L'article est à lire dans le journal. Jacob Zuma poussé à la démission, on va en parler. Vous lirez l'article dans le journal Actu Express. Il y a aussi le journal Fraternité qui est dans les kiosques ce matin. Triangle des enjeux également. Le mérite sportif. Vous avez le journal Le Patriote. Il y a l'hebdomadaire Tingo Tingo aussi qui est dans les kiosques. Le journal Dunia Le Monde. La Symphonie aussi dans les kiosques. Et puis l'hebdomadaire La Lanterne. 93.1 Taxi FM. Retour en studio avec mes confrères Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République. Bonjour Tchakala. Oui, bonjour Saint-Éric et bonjour à toutes les passagères et tous les passagers de notre sympa taxi. Vous allez bien? Très bien, je vais bien. Parfait, on est très heureux de vous avoir. Merci. Bonjour Isidore Akolo. Bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Kenanou Issifou, le patron du journal Estrade. C'est le tout nouveau numéro dans les kiosques depuis quelques jours. Ken, bonjour. Bonjour le Saint et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la radio Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir intégré la grande famille des taximens. Merci de m'avoir accepté. C'est un plaisir que de partager nos idées avec ceux qui ont la même vision que nous. Même ceux qui ne sont pas avec nous, c'est toujours plaisir de leur envoyer des idées et d'en recueillir des leurs. Forcément. Bonjour Olivier Adja. Oui, bonjour cher Saint-Éric Gato. Oui. Et puis bonjour aussi à tous ceux qui sont devant leur petit radio pour encore suivre cette émission. Mais qu'est-ce que c'est que le système? Toi, on dit 5. Ah oui. Ça fait longtemps que tu as quitté le taxi. Re-bienvenue alors. Très bien. Les gens ont été sanctifiés. Ah bon? On va. Re-bienvenue alors, Isidore. On a été sanctifié par la parole de Dieu. Ouais. Très bien. Alors on va démarrer avec les discussions politiques qui s'ouvrent demain. Jeudi, ça a été annoncé et selon certaines indiscrétions, demain, 15 février, sera consacré aux travaux du comité préparatoire. Vous savez que la coalition avait quand même
exiger un certain nombre d'éléments. Le gouvernement togolais a essayé quand même de demander à l'opposition de venir autour de la table de discussion pour que ce sujet soit abordé clairement. Alors, Isidore, cette discussion politique, au niveau de l'opinion, certains pensent qu'il faudra retransmettre cela à la télévision. Oui, je suis Vous pensez que c'est important aujourd'hui? Très important pour qu'on sache qui a fait quoi. Parce que je suis de ceux qui disaient qu'il va falloir retransmettre ces débats. Et il me souvient, nous qui avons eu la chance de suivre la conférence nationale souveraine en direct, on sait qui a fait quoi dans la salle Fazao à l'époque. Et il me souvient aussi que ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, lorsque l'acte 1 de la conférence était en panne, pratiquement vers minuit, 1h du matin. C'est là où j'ai vu un géant homme sorti de nulle part avec sa lunette. Et là, j'ai trouvé la solution. C'était George Lawson qui avait dénoué la crise avec cette formule que beaucoup de gens ont encore repris, que en cas de non-promulgation, la loi plan est faite dans les 15 jours à venir. Donc ça m'a marqué jusqu'à présent et j'ai vu bondir de sa chaise Edem Kodjo qui a dit qu'il félicite publiquement George Lawson d'avoir dénoué la crise. Donc ça nous a marqué et c'est en cela que le génie togolais va être révélé. Je pense que ce serait utile de retransmettre en direct le débat qui aura lieu. En même temps, aujourd'hui, on ne va pas à une conférence nationale bis. Pourquoi est-ce que vous voulez que des discussions politiques soient retransmises dans la télévision? Non, d'aucuns parlent de discussions inclusives. Et si ce serait inclusif, pourquoi pas nous qui n'avons pas l'occasion d'y aller, de suivre en direct ce qui se passe à l'intérieur? C'est une manière aussi de nous impliquer dans ce débat. Tchakala, quel est votre avis sur ce sujet-là? Non, moi aussi, je m'inscris dans la droite ligne de ce que mon confrère Isidore Akolor a évoqué. Je crois qu'on ne va pas discuter de rien là-bas, c'est pour discuter des sujets qui préoccupent tout le peuple togolais. De Saint-Cassé jusqu'à Lomé et des deux extrêmes, je crois que la crise que nous vivons a eu des impacts quand même sur l'ensemble de la population togolaise. Et les acteurs politiques vont là-bas en tant que délégués du peuple. Donc c'est de bon aloi que... On n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. On va là-bas pour débattre des questions qui ont miné entre-temps notre vivre ensemble, qui ont miné un peu, qui a créé cette crise de confiance entre certains acteurs togolais et la répercussion s'est faite sentir sur l'ensemble du peuple togolais. Donc si on va là-bas, qu'est-ce qu'on a caché au peuple qu'on ne retransmettrait pas les débats en direct? Donc je crois que ceux-là qui ont fait cette proposition ne sont pas quand même des gens qui ont lancé une idée comme ça, une idée farfelue comme ça. Donc je crois qu'il faut mûrir cette idée et voir comment est-ce que ça peut être faisable. Entre-temps, les débats, même au niveau du Parlement, on avait voulu que cela se fasse de façon directe, mais pour les quelques jours que ce dialogue-là tiendra, je crois qu'il faut montrer à l'opinion que la classe politique togolaise sait se retrouver, s'entendre, s'accorder sur le juste essentiel quand il s'agit des préoccupations du peuple et quand il s'agit de faire grandir le Togo. Donc, retransmettre le dialogue en direct, et ça permettra de voir qui a fait quoi, pendant quel moment et à quelle fin. En même temps, les choses sérieuses ne se discutent pas comme ça à la place publique. Vous savez, quand on arrive dans la salle de discussion, il y a des décisions qui ont été déjà prises, on vient et puis on fait un petit peu du cinéma. Oui, je crois que c'est un débat qui est très très intéressant. Et puis quand je t'écoute, Eric, c'est un bémol, c'est une nuance qui est importante. Mais comme tu le dis, il y a un comité préparatoire du dialogue. Oui. Les sujets, quand ils sont définis, si c'est des sujets qui répondent à l'aspiration du peuple, le problème ne se pose pas. Je sais aussi qu'il y a quelque chose qu'on appelle la raison d'État. Oui. Je sais aussi qu'il
qu'il y a quelque chose qu'on appelle secret défense. Je sais aussi qu'il y a des choses que les politiciens ne peuvent pas étaler sur la place publique. Mais si, pour une fois qu'on veut faire les choses dans la transparence, qu'on veut arrêter véritablement, qu'on veut que le peuple sente que ses préoccupations sont mises au cœur des discussions, il va falloir s'entendre sur ce qu'on peut sortir sur la place publique et ce qu'on ne peut pas étaler sur la place publique. Mais alors, attention, la bonne foi nous a quittés il y a très très longtemps. Sinon, on ne serait pas à 27 dialogues. C'est là où je suis tenté de rejoindre Isidore Akolor et Alirou Tchakala et ceux qui ont fait la proposition, parce que je vais démentir le titre de mon journal, ouverture du dialogue, l'heure de vérité. Alors, il faut qu'effectivement, la vérité s'étale et que tout le monde sache véritablement qui fait quoi. Ce sera aussi une façon de mettre la pression sur finalement les acteurs. Bien évidemment. C'est-à-dire que tout le monde vous regarde. Oui. Tous les discours que vous tiendrez, écoutez, on peut vous le poser plus tard. Voilà. Absolument, je crois que le principe, ou bien dans l'idéal, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, on l'a dit, tous les Togolais veulent suivre le contenu des débats, comment les choses évoluent, qui fait quoi, qui dit quoi, qui refuse quoi. D'accord, c'est ça. Donc, on a tous envie de le dire, mais vous avez soulevé la nuance. C'est-à-dire, c'est peut-être inédit. On sait que les débats au niveau du Parlement, dans la plupart des pays, ça se passe comme ça. Malheureusement, au Togo, ce n'est pas le cas. Pourtant, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est bien écrit. C'est bien écrit, mais ça ne se passe pas. À la télévision nationale. Ça ne se passe pas comme ça. Et à plus forte raison, des rencontres telles que voilà donc ce dialogue qui va se tenir, c'est un vœu que je qualifierais peut-être de pieux. Et moi, je suis dubitatif. Vous croyez pas je ne crois pas du tout que les gens puissent accepter que ça se passe comme ça. Mon confrère ici, il faut la relever. Il y a des choses qu'on ne dit pas forcément en public au niveau politique. Il y a des choses pour la sérénité du débat. Que cache-t-on à l'opinion? Non, on ne cache rien à l'opinion. Il nous semble que tous ces messieurs, ils parlent au nom du peuple. Absolument, absolument. Mais la question de savoir est-ce qu'ils disent tout au peuple. Mais justement, ça c'est une question qu'il faut se poser. Ils parlent du peuple, au nom du peuple, mais est-ce qu'ils disent tout au peuple? Si la réponse ici autour de cette table est oui, alors je crois et j'attends de voir. Alors ici, il y a quelque chose que je voudrais relever qui est extrêmement importante. C'est que, remarquez, Isidore Akolor l'a dit, on a suivi la conférence nationale souveraine. Moi, j'étais jeune, mais j'ai encore, mais voilà, mais nous avons quand même encore en mémoire. Moi, j'étais déjà en classe de 3e, je passais au lycée, donc j'avais l'âge de comprendre ce qui se passait. J'ai écouté les gens, j'ai vu les réactions des gens. C'est vrai que cette conférence-là a permis réellement aux gens de sortir des choses qui étaient enfouies. Mais le résultat, après tout ce qu'on a sorti, qu'est-ce qu'il y a? Tous ceux qui sont en train d'aller discuter connaissent le problème du Togo. Nous nous connaissons très bien au Togo. Nous savons ce que nous faisons, nous savons ce que nous voulons. C'est vrai que pour mettre la pression aux gens, il faut effectivement que tout le monde entier regarde ce qui se passe. Mais vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un état. C'est pas tout qu'on peut dire au peuple. Je reviens à la conférence nationale souveraine. Je l'ai dit, quand on est sorti de la conférence souveraine, il y a eu d'autres choses qui sont liées à quelques dérives qu'on a notées. Si la commission préparatoire peut faire un travail de fond pour s'entendre sur un règlement intérieur qui permet d'avoir un débat constructif, qui ne va pas déborder, amener des dérives, parce que n'oubliez pas, c'est le débat extérieur qui s'exporte plus tard, qui alourdit le climat. Oui, c'est ça ma crainte. On a vu au lendemain de la conférence nationale souveraine, il y a des choses qui ont été dites à la télévision, on a accusé des gens directement, vertement, les langages étaient durs, après on a vu les conséquences aussi. Tchakala Alirou. Oui, ça fait presque 27 ans que la conférence nationale souveraine a eu lieu. Oui, bien sûr. Et le contexte dans lequel s'était tenue cette conférence, tous ceux-là qui étaient quand même grands à l'époque, on savent ce qu'il en était. C'était tendu un petit peu comme... C'était tendu et c'était les débuts de notre balbutiante démocratie. Et les gens avaient cette tendance-là de s'exploser, de s'éclater, de dire ce qu'ils avaient enfoui en eux depuis des lustres. Mais je crois que le cas présent est tout particulier. Plus de 27 ans après, la classe politique a mûri. Et on ne saurait se servir d'un peuple pour légitimer certaines situations et mettre ce peuple en dehors de certaines dynamiques qu'on voudrait enclencher. Le peuple
Quand tel bord part, on dit que non, on a le peuple derrière soi. Quand tel autre aussi parle, on met encore ce peuple. Et maintenant, le peuple veut savoir ce que tous les acteurs qui, entre-temps, s'étaient servis d'eux, veulent faire dans cette salle. C'est ça, ce n'est pas une question, on n'est pas en train de dire que le Togo veut acheter telle arme et que ça doit être en secret. Non, c'est des questions. C'est des simples discussions. Non, c'est des simples discussions, des choses qui nous engagent. C'est une crise sociopolitique. C'est pas quelque chose, ce n'est pas une guerre qu'on veut mener contre tel ou tel autre. Donc c'est des sujets qui nous intéressent. Je donnerai raison à Ali, je donnerai raison à Tchakala. Est-ce que les politiques togolais disent tout au peuple? Ben là, ça c'est le problème. Il est important quand même que ce peuple-là sache que quand les gens parlaient en son nom, voilà ce qu'ils disaient. Alors je disais tout à l'heure que si on arrive à déterminer de sujets tabous, voilà, et que il serait pour ma part quand même indécent qu'on ne retransmette pas. En tout cas, le ministre Jibeb aura rassuré qu'il n'y aura pas de sujet tabou lors de discussion. Il y a l'aspect de la chose que moi je voulais relever. Oui. Retransmettre ce débat en direct, ça va contribuer à beaucoup de choses, à décrisper beaucoup de tensions. L'homme de oui, ça a un rôle catharsiste. Voilà. Mais les gens vont se sentir impliqués, pris dans la chose. Pris en compte. Le débat que nous faisons ici, vous savez combien de gens nous arrivons à guérir, qui se retrouvent dans nos propos. C'est en cela, l'aspect catharsiste de la chose, ne l'occultons pas. Au lendemain de la conférence souveraine, les gens n'étaient pas guéris. Non, alors attention. Si les plénières, au moins, que ça soit retransmis en direct. Oui, la plénière. La plénière. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si la commission qui va préparer l'ordre du jour, les sujets à débattre, propose un canevas à suivre, on a une feuille de route, on sait quel sujet, d'accord, on met sur la place publique et lesquels on ne peut pas mettre sur la place publique, c'est ce que Isidore Akolo disait tout à l'heure. Il ne faut quand même pas offrir un exutoire aux gens. C'est ça le danger. Et Eric l'a souligné tout à l'heure, au lendemain de la conférence nationale souveraine, les gens n'étaient pas guéris. Et si la classe politique togolaise était vraiment mature, on n'en serait pas à plus de 20 dialogues aujourd'hui au Togo. Donc on a encore un problème de fond. La mentalité des Togolais, est-ce qu'elle a aussi évolué? Il y a des craintes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est dans un conflit de génération au sein même des deux camps, au sein même de la population de manière générale. Les gens qui ont connu tout ce qui s'est passé, mais vos petits frères, aujourd'hui, Isidore Akolo et moi, nous qui sommes ici, nous n'accepterons jamais prendre une barque pour nous rendre, pour traverser la Méditerranée. Mais tu ne peux pas arrêter un cousin qui vient te voir, que tu essaies de dissuader, il te dira non. C'est parce que vous avez été poltron qu'on en est là jusqu'à maintenant. Donc vous savez, les gens veulent savoir. Il y a une jeunesse qui est là, qui veut effectivement que son destin change, qu'on en sorte. C'est vrai, mais attention, quand on veut offrir un exutoire aux gens, il faut faire attention. C'est pour ça que je dis, si c'est bien encadré, on peut effectivement faire vivre, c'est-à-dire que ces assises en direct, mais encore proportion gardée de tout ce qu'on a évoqué. Olivier, et puis on évolue dans le débat. Moi, j'estime que c'est l'idéal. Je dis encore que c'est l'idéal. En tant que Togolais, moi, je veux bien suivre ce dialogue à la télé et savoir qu'est-ce qui se dit, et puis être sur ça comme si j'étais dans la salle, d'accord. Bon, ça va peut-être résoudre le problème de représentativité, voilà, tout le monde veut être là en même temps, parce que voilà, donc c'est une solution, mais entre ce qui est idéal et la réalité du terrain, il faut avoir je sais pas, la franchise donc de pouvoir faire le constat que ce n'est pas facile à faire. On ne va pas le rappeler. Qu'est-ce que voilà, la conférence ou bien la retransmission de la conférence a pu avoir comme effet sur la résolution du problème togolais. Et depuis lors jusqu'à maintenant, 25 ou 22 dialogues, on a plus donc à tenter de retransmettre ça. Bon, rôle de catharsis, c'est selon parce que au-delà de ce rôle-là, il y a certains militants qui peuvent aussi se mêler de cette affaire et faire trop de pression sur leurs acteurs et les obliger à opter pour une posture trop radicale. D'accord? Parce que la rue exige que c'est ce qui doit se faire. Pourquoi toi tu as accepté que voilà, et le gouvernement dit ceci, tu as été d'accord, on t'a vu, donc tu es un vendu. Voilà. Je crois que ce sont des postures, les gens vont même appeler des gens directement ou du moins ça à la sortie pour les insulter. D'accord? Donc prenons tous ces éléments en compte et mettons... Là, ça pose le problème de responsabilité sociale. Oui, responsabilité, mais quand 7 millions de Togolais sont devant leur écran, il y a certains qui sont responsables, d'autres non.
certains ne savent même pas ce dont on discute. Alors, donc, ça pose, à mon avis, le problème donc, de niveau de culture et démocratique de la population. Mais je crois que, mais bien sûr, regardez la rue, vous saurez comment le Togolais fonctionne. Je vais terminer en disant que le constat que moi j'ai fait aujourd'hui, c'est que les gens vont à ce dialogue armés. Même les acteurs qui vont à ce dialogue sont armés dans le cœur et dans la tête. Oui. Non, mais ça, j'utilise le mot armé. Je ne dis pas qu'ils ont des armes létales, mais ils sont armés dans le cœur, dans la tête. Donc, imaginons comment ce dialogue va se dérouler. Si on va ajouter encore à ce débat houleux, voilà donc 7 millions de personnes qui vont donc être au courant ou bien sûr ça en direct. Je crois qu'on va peut-être vouloir résoudre un problème, hein, en créer un autre. D'accord, très bien. J'ajoute pas seulement 7 millions de personnes, le monde entier. D'accord, très bien. Je voulais qu'on aborde, on reste dans le même canevas, mais on va aborder un autre sujet. Cette semaine, on a vu certains jeunes se réclamant de l'opposition, accusant leurs grands frères de l'opposition d'être presque irresponsables, de ne pas se soucier véritablement de la jeunesse. On accuse le PNP qui a drainé les autres dans cette aventure morbide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Isidore Akolor. Oh, ça, c'est des cinémas que moi j'ai vécu très longtemps. Au temps des Adema, on a vu même des progénitures renier leurs parents. Donc, ça ne m'étonne pas. Il ne faut pas citer des noms ici. Ça ne croyait pas, Agbouibo et autres. Donc, pour moi, ce sont des folklores auxquels moi je suis tellement habitué. Et ça m'en chaud. Très bien. Kedanou Sifou. Non, mais c'est vrai que quand on observe des choses comme ça, je le disais tout à l'heure, où en sommes-nous? Les vertus morales ont quitté les Togolais depuis 90 et personne dans les deux camps, ni même les organisations de la société civile, n'a fait l'effort de formation, de pousser les gens au changement de mentalité. C'est des clichés qui sont les nôtres qui reviendront à chaque fois si on ne change pas les mentalités. Parce qu'au-delà de tout ce que nous disons, il y aura dialogue, mais l'après-dialogue, qu'est-ce qu'on en fera? Donc, ce que Isidore dit, il y a certaines choses qu'il faut quand même éviter. Parce que un petit peu de la manipulation de ces jeunes-là? Oui, ben, je ne dirais pas oui ni non, parce qu'en fait, je ne sais pas d'où ils viennent. Je n'ai pas cherché à savoir qui ils sont. Mais en ce moment, je crois que ce soit... Si un autre groupe sortait, d'accord, faisait la même chose contre le pouvoir, je réagirais de la même façon. Je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. Tchakala. Non, c'est mesquin, c'est tout petit, c'est bas. J'assume mes mots. Nous sommes à un moment très décisif de notre histoire commune et on veut que le Togo avance, que tel acteur... Parce que le maître d'orchestre se réclame être... de l'ANC et il a même exhibé sa carte. Mais ce matin, Jean Eclou, le président de la jeunesse de l'ANC, déclare ne jamais connaître ce monsieur. Oui, ben, ça a été toujours ainsi, vous savez. Et nous étions déjà grands dans les années 90 et on a vu, comme l'a dit tantôt Isidore Akolor, des enfants monter sur les écrans, charger leurs parents, dire ce qu'un humain ne peut pas dire à son prochain. Et qui plus est, son enfant qui dit ça, des insanités de son papa. On en a vu de toutes sortes. Mais à quelle fin ces jeunes-là sont-ils sortis? Est-ce qu'ils s'inscrivent dans la dynamique que nous voulons? C'est-à-dire que créer l'apaisement et créer cette confiance entre la classe politique togolaise? Je ne sais pas. Donc, même... ceux-là qui ont eu à relayer ça, je ne sais pas ce que l'objectif. Oui. D'accord. Olivier. Encore. C'est la presse qui fait ce travail d'information peut-être. Non, mais je crois que... Bon, après, on ne passerait jamais dans mes colonnes. Oui, bien sûr, chez vous, oui. Oui, mais a priori, Olivier, lui, un agencier. Le média est là, donc... pour s'ouvrir à tout le monde. Non, il faut une certaine autocensure. J'ai dit a priori parce que celui qui t'invite forcément ne te dit pas qu'il veut s'attaquer peut-être à quelqu'un ou à une autre personne. De toutes les façons, nous on est allé, on a reçu. Attention. Laissez-moi quand même terminer. On est allé, on a reçu donc l'information, on a reçu l'information, on l'a appréciée et on l'a publiée. Et au même moment, si un groupe proche du gouvernement faisait la même chose, on appréciera. Sinon, il y a l'autocensure cette, mais je crois que aujourd'hui on ne va pas
aussi demander à la presse de se censurer au-delà de ce qu'il faut. D'accord? Maintenant, sur le fond, c'est à chacun est mis devant sa conscience. Ceux qui sont sortis, ils ont parlé, mon confrère Issifou a dit que lui, il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de cette affaire pour apprécier le fond. Mais je crois que la forme, c'est-à-dire le moment, ne s'y est pas, d'accord, pour pouvoir faire ces déclarations. Est-ce qu'ils sont de l'ANC ou de l'UFC? Moi, je n'en sais rien. Maintenant, heureusement que les responsables de ces partis politiques sont là pour réagir et situer l'opinion publique. Mais ils ont aussi droit de parler et d'être relayés parce que c'est leur droit. La presse est là aussi pour faire ce travail. Je comprends votre position, Olivier, parce que vous êtes un agencier et vous lancez les informations telles que vous l'avez. Non, c'est vrai qu'il faut envoyer des dépêches. C'est vrai aussi qu'il faut tenir compte de l'objectivité, d'accord, de notre art. C'est vrai aussi qu'il faut tenir compte de l'éthique de notre art. Mais ce que je voudrais souligner, je ne voudrais pas qu'on se fasse des procès, mais je souhaiterais plutôt que l'agence qui a rapporté ce fait-là puisse effectivement continuer cette chronique-là et peut-être arriver effectivement, comme Olivier le disait tout à l'heure, à situer les uns et les autres sur cette opinion. Et j'invite la presse d'ailleurs à fouiller, parce que nous sommes à l'heure de vérité justement. Il faut chercher à comprendre et servir la vérité aux Togolais, c'est ce que je dirais. Mais de l'autre côté, moi je sais qu'en ce moment il y a 2 organisations qui sont en train donc de se rencontrer. Mais si c'est des thèmes qui vont dans le sens de, écoutez, nous voulons le dialogue, mais nous ne voulons pas, vous n'avez pas le droit à l'échec. On propose même des pistes pour la réussite du dialogue. Je crois que ces informations, on les mettrait beaucoup plus en grade dans nos colonnes que certaines autres choses. Voilà, donc c'est ma position. Parfait, très bien. Oui. L'heure n'est plus de soutenir ces pyromanes-là qui soufflent ardemment, fortement sur la braise. La braise, elle est déjà incandescente et tout ce qui peut concourir à apaiser la tension, je crois qu'on doit aller dans ce élan-là, dans ce sens-là. Vous savez, la dernière fois, le Togo, j'ai senti que le Togo compte parmi les concerts. Vous avez vu un peu la ferveur autour du Togo. Unanimement, les gens veulent que ce dialogue-là aboutisse. Les gens veulent qu'on en finisse, qu'on sorte de cette crise. On ne va pas mettre 27 ans, voire plus, à discuter que des questions politiques. Toutes les fois qu'on se retrouve, les 27 dialogues, est-ce qu'on a une seule fois discuté des questions économiques? Jamais. Est-ce qu'on a une fois discuté des questions de développement du pays? Jamais. Au même moment, ceux-là qui étaient derrière nous ont rattrapés, nous ont déjà dépassés. Donc, la dynamique que nous souhaiterons, c'est tous ceux-là, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient de tel ou de tel bord, tous ceux-là qui peuvent apporter de leur pour aider la classe politique à sortir le pays de cette situation, c'est ça. Maintenant, ceux-là qui viendraient quand même à jouer au trouble fait, bon, moi, personnellement, on ne peut pas m'inviter. On m'invite, j'assiste en spectateur, mais je ne vais jamais relayer ça dans mes colonnes. Ça, parce que c'est une question de priorité. Parfait. Très bien, messieurs, merci beaucoup. On va rester et parler toujours du dialogue politique qui s'annonce avec des couleurs à partir de demain avec le comité préparatoire. Vous savez que la semaine dernière, c'est le président nigérien qui semble avoir dégainé. Bon, c'est selon, et c'est diversement apprécié aussi dans l'opinion. Mohamedou Bouhari semble ferme sur le sujet. Isidore, vous parlez de la mise en garde de Bouhari à Faure Gnassingbé. En réalité, est-ce que le président nigérian s'est adressé au président Faure Gnassingbé ou il s'est adressé aux politiques togolais? Mais qui est l'interlocuteur? C'est la question qu'il faut se poser. Si un président de la République, en recevant les lettres des créances d'un ambassadeur, arrive à faire des injonctions, il sait à qui il s'adresse. Ce n'est ni à toi ni à moi. Mais à nous tous de faire en sorte que les transitions politiques soient apaisées. Non, pas ça. Il s'est adressé aux représentants du pouvoir public, chez lui. Quand on connaît un peu comme le mode de fonctionnement de la diplomatie, il s'est adressé directement à Faure Gnassingbé. Donc à nous, Faure Gnassingbé nous représente, nous tous. Il nous représente. Mais quand on parle de transition, d'alternance, mais à qui ça concerne plus une famille qui a régi de main de fer la vie togolaise durant 50 ans. Et c'est de ça qu'il est question.
Moi, je ne vais pas faire embâche sur cette question. Donc, c'est une mise en garde directe de Boari à Fogna Singbe. Olivier, est-ce que vous avez la même analyse de la situation? Oh bon, une mise en garde, je crois que c'est un mot qui est trop dur parce que le Togo et le Nigeria, ce sont deux États qui sont souverains et indépendants. Maintenant, on est dans un regroupement sous-régional qui s'appelle la CEDEAO, dans lequel j'ai apprécié le mot de l'ambassadeur qui parle de grand frère, dans lequel il y a un grand frère. Et il s'est fait aussi un petit peu tout petit. Le grand frère qui est le Nigeria, donc qui peut donner son avis et son opinion sur une situation. Comme le Togo aussi donne de temps à autre son avis et son opinion sur des situations qui se passent dans d'autres pays de la sous-région. Pas pour jeter de l'huile sur le feu, non, mais pour attirer l'attention des autorités et de la classe politique en général. Est-ce qu'il semble avoir jeté de l'huile sur le feu, Boari? Non, je ne crois pas. En tout cas, ce que moi j'ai fouiné, et donc j'ai appris que le premier donc, des Togolais, qui est le président de la République, n'a pas mal pris ça, en fait. C'est-à-dire, contrairement à certaines informations, on est allé chercher, il n'était même pas au pays le vendredi, mais il n'a pas très mal pris ça, mais il estime que peut-être c'est le traitement que certains font donc de cette sortie-là qui est un peu tendancieux. Sinon, que Boari, il a le droit donc d'avoir son opinion, il a donné, et les autorités togolaises vont essayer donc de prendre le meilleur de cette déclaration et puis travailler avec. Donc c'est ce que moi j'ai appris. Donc dire que voilà, il y a un conflit ou il y a un mécontentement généralisé, je crois pas du tout. D'ailleurs, on est des frères, des pays frères, donc il faut la critique, ça toujours arrange celui vers qui elle est adressée. Oui, mais en même temps, ça fait quand même trop de personnes extérieures à la crise togolaise qui donnent des points de vue assez quand même tranchés par rapport à la situation togolaise. Vous vous rappelez de la sortie de Olusegun Obasanjo au début des manifestations au Togo? Vous vous rappelez de John Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen? Vous vous rappelez de ce diplomate gambien également? Aujourd'hui, c'est Boari. Est-ce que ce n'est pas beaucoup à la fin? Non, c'est beaucoup et ça veut dire que le Togo compte. Ouais. Le Ça Togo intéresse les compte gens. aux yeux de la communauté internationale et nous sommes dans un espace sous-régional et que ce qui se fait ici peut avoir des répercussions au Nigeria. On dit le battement d'aile d'un papillon dans l'hémisphère nord peut faire chavirer un navire dans l'hémisphère sud. Donc ça veut dire que c'est toute une chaîne. Et quand un maillon vient à se porter mal, c'est toute la dynamique, c'est toute la chaîne qui ne se sent pas bien. Oui. Vous savez, cette crise-là, elle peut avoir des répercussions fâcheuses un peu partout. Le Togo a des structures qui arrangent certains pays de l'Interland qui sont ici. Donc, si cette crise-là perdure, je crois que l'appel de Boari est un appel de compassion. C'est-à-dire adressé à toute la classe politique togolaise que finalement, il faudrait que vous mettiez un terme à cette question, lancinante question politique, tout le temps politique, pour vous consacrer, parce qu'il a dit, il est grand temps quand même qu'on s'occupe des questions de développement. On ne va pas tout le temps, toutes les fois qu'on veut parler du Togo, c'est des crises. Alors que nous voudrions bien, et les autres aussi veulent bien. Quand on dit que depuis quelque temps, depuis août dernier, sur le plan économique, l'UEMOA a fait un truc que non, l'économie du Togo ne se porte pas bien. Ça plonge. Ça plonge, ça c'est une réalité. Est-ce qu'il faut atteindre le fond avant que d'autres pays ne disent que ah tiens, il faudrait que nous nous occupions du Togo? Non, quand ils s'adressent comme ça aux politiques, c'est pas seulement à un individu, qui plus est, qu'il soit président de la République, mais c'est à toute la classe politique togolaise pour qu'elle se ressaisisse. Pour qu'elle se ressaisisse. La dernière fois, Macron a dit quelque chose. Ceux qui veulent, quand il était Abidjan, il a dit des choses. Ceux-là qui ont voulu relayer ça à leur façon l'ont fait. Ceux-là qui ont voulu dire que non, ce qu'il a dit ça arrange tant, eux l'ont fait. Donc, les 7 millions de Togolais pourraient avoir une compréhension. 7 millions de compréhension. 7 millions de compréhension de ce que Boari a dit. Mais quand même, qu'on arrête de créer des situations qui ne s'imposent pas. Ce dialogue-là, comme Yamian a donné la voix, que ce 27e dialogue soit le dernier dialogue politique. Oui, ça, on va l'aborder tout à l'heure, ne vous en faites pas. Oui, Kenan Sifou, je suis sur la sortie du président nigérian. Non, je crois que nous parlons... Il y a finalement de l'exagération dans les commentaires, dans les interprétations. Mais bien sûr, je n'ai de cesse de le dire. Je crois que ce sont les interprétations, le débat extérieur qui alourdit un peu la réalité des choses. Oui. Et il a parlé quelle langue?
Qui a traduit dans quelle langue? Il a parlé. Quel est le niveau d'expression? Quel est le niveau d'expression? Quel est le niveau d'expression que nous avons, nous les 7 millions de Togolais? Alirou Tchakara l'a dit. Moi, quand on sort un vocable tout à l'heure, mais il est polysémique. Alors que nous sommes dans un jeu où chacun voudrait qu'on dise que on m'a épaulé. C'est ça en fait le problème des Togolais. Je crois que je disais quelque chose sur une chaîne de soutien. Mais bien sûr, et c'est ça c'est une erreur. On va arriver au cas de l'Afrique du Sud tout à l'heure, vous comprendrez. Les gens ne comprennent pas quelque chose. Est-ce que le Togo et le Nigeria, ça a commencé depuis quand? Ce sont les 2 pays qui ont créé la CEDEAO. N'oubliez pas. N'oubliez pas, c'est des relations vraiment, je ne sais pas comment je les qualifierais, mais c'est légendaire de voir 2 peuples comme ça être aussi soudés avec un pays qui est au milieu. Olusegun Obasanjo, c'est pas la première fois qu'il réagit. Rappelez-vous, il a été, disons, c'est-à-dire que l'artificier de cet accord qu'on a connu après. Mais où est-ce qu'on est arrivé? Je crois que nous nous connaissons au Togo très bien. Nous savons qui est qui, nous savons ce que nous voulons. Il faut que quand l'ingérence extérieure vient, il faut qu'on sache effectivement, c'est-à-dire qu'appréhender les choses et de ne pas alourdir le débat. Non, je pense que la chute de Issoufou est bienvenue. Vous avez vu, c'est l'amertume des dirigeants nigériens qu'ils expriment comme ça. Comment l'amertume des gens nigériens? Le rôle que Olusegun Obasanjo a joué dans la APG et même dans l'installation de Fort Gnassingbé, tout le monde le sait. Et les promesses qui ont été faites, c'est pas moi de vous les redire ici. Mais il semble qu'il y a aussi un vieux contentieux entre Mahamadou Bouhari et le défunt président Gnassingbé. Il y a des morts. C'est peut-être ça qui continue avec le fils. Non, mais au moins je sais que à ce niveau, que ce soit Obasanjo, que ce soit Bouhari, ils ont parlé de la même voix. Alors ici, il y a quelque chose. Je crois qu'on ne va pas se laisser distraire. Et puis, il faut bien comprendre ma chute en plus. Il ne faudrait pas que nous ayons la tête à l'envers. Oui, c'est ce que je dis. Non, on ne va pas se laisser distraire par les propos des uns et des autres. Voilà. J'ai dit la dernière fois, nous sommes Togolais. Il ne faudrait pas que nous ayons la tête à l'envers. Le problème togolais, c'est ici qu'il se joue. C'est en interne. Que les gens aient leur tête à l'endroit et qu'ils discutent sérieusement avec une certaine dose de sincérité pour sortir le Togo de la situation. Maintenant, aller s'accrocher à telle déclaration et s'accrocher là, de se dire que non, nous avons tel soutien de poids et les autres aussi vont chercher un autre soutien. D'autres disent des choses qui aillent dans le sens, ça ne va donner rien. Le problème togolais, nous Togolais, nous les connaissons. Nous savons par quel bout il faut le tenir pour que nous en finissions une fois de bon. Donc, spéculer sur les propos des gens, c'est-à-dire ils ont donné leur opinion. C'est tout à fait normal. Mais à nous Togolais maintenant de gérer notre situation en interne. Mais justement, je suis d'accord avec mon confrère Alirou Tchakala parce que, vous savez, on a l'impression, donc... voilà le Nigeria, puisque Mahamadou Bouhari a donné son opinion. Si les autorités togolaises ne faisaient pas comme il le voudrait, ou bien en tout cas Mahamadou Bouhari l'a recommandé, demain il débarquerait au Togo avec des chars pour faire partir Fort Gnassingbé ou le pouvoir. Non, ça ne se passe pas comme ça. En même temps, personne n'a réfléchi à ça. Non, mais les interprétations, attention, d'interprétation et d'interprétation, d'extrapolation, tout le monde sait que Mahamadou Bouhari ne viendra pas avec des chars ici. Les gens ont l'impression que ça prépare, cette sortie-là prépare une réaction plus forte, musclée que ça. Il faut dire que ça n'arrivera pas, mais je crois que ce n'est pas l'extérieur qui va régler ce problème à notre place. Même s'ils ont leur point de vue sur la question, c'est à nous de montrer un peu plus de volonté, de bonne foi, de disponibilité et d'amour pour ce pays, enfin d'aller là-bas et de vouloir construire. C'est-à-dire, ce que les acteurs devraient faire, c'est d'aller avec cette disponibilité d'esprit qui fait qui nous présente comme une bouteille vide. Comme ça, pour aller être rempli. Mais, je l'ai dit, les gens vont déjà débordant. Débordant de propositions, débordant de colère, débordant de tout. Donc forcément, il y aura de la surenchère. Mais, c'est-à-dire comment il n'y a plus de place pour remplir leur bouteille. Vous comprenez? Donc ça déjà, ça pose problème. C'est un dialogue. Nous, on veut que ça réussisse, mais en étant aussi réaliste,
on sent que on aura du mal donc à réussir ce dialogue. Je discutais avec un ambassadeur tout à l'heure et qui me disait qu'il a l'impression que les Togolais aiment plus écouter les injonctions de l'extérieur. On attend que voilà Macron nous dise ce qu'il faut faire avant qu'on le fasse. On attend que Kim Jong-il ou soit le président de la Mongolie nous dise ce qu'il faut faire avant. Non, mais en même temps, faut c'est pas exagéré. Attention. Alirou Tchakala dit quelque chose. Ne nous laissons pas du tout distraire. Absolument pas. Il y a ce qu'on appelle le juste milieu des choses. Il faut toujours rechercher l'équilibre dans tout ce qu'on fait. C'est cet équilibre que les Togolais n'ont pas recherché depuis les indépendances. Quand vous connaissez l'histoire du Togo, nous savons ce que nous disons. Mais ce que nous ne savons pas, c'est ce qu'est la politique. Et c'est là beaucoup de Togolais se laissent désabuser. En politique, c'est Hosni Moubarak que vous voyez traîner sur une civière à la justice, alors qu'il était tout puissant. En politique, c'est ATT que vous voyez, un président qui a hissé le Mali au Panthéon, c'est-à-dire que des pays démocratiques, exemplaires, à qui à 3 mois de la fin de son mandat, on fait un coup d'État. La démocratie et la politique, c'est aussi Blaise Compaoré, qu'on a vu sortir du pays, avec un cortège bien garni, fumé, que personne n'a essayé d'arrêter, qui est sorti du Burkina Faso, mais après Blaise, qu'est-ce qu'on a laissé? Quel est le Burkina Faso que nous vivons aujourd'hui? Le Nigeria même la traîne quand même. Le Burkina Faso laissé. Non, attention, ce que je dis, il faut bien me comprendre. C'est pas parce qu'on a trop personnalisé le débat au Togo. C'est tout ce que je voudrais dire par là. C'est pour ça que je dis, en politique, voilà comment ça se passe. Et notre problème à nous, et j'aime la réaction de Alirou Tchakala au début de cette émission qui disait, essayons pour une fois de dire, nous prenons de la hauteur, mais nous mettons les préoccupations du peuple au milieu. Peut-être que si on fait une révolution d'en bas, on trouverait les solutions, d'accord, à la crise togolaise, plutôt que de chercher chaque fois à faire une révolution d'en haut, qui en réalité crée des problèmes. Mais ce sont les populations qui demandent à ce que quelque chose change pour elles et qui impactent, c'est-à-dire que on va dire leur vision au débat. Au Togo, en fait, on fait de la diversion, on pousse le peuple à se distraire sur des questions en réalité qui sont futiles. Pendant ce temps, les hommes politiques dans les couloirs, Dieu seul sait ce qu'ils font. Sinon, vous êtes sûr que si le problème togolais devait trouver une solution, on en serait à 25 dialogues? Je ne crois pas. Tant on se connaît, on se connaît. On connaît les familles, on connaît qui est qui, on connaît notre histoire récente. Mais bien sûr, vous voyez, tel a épousé la fille de tel, vous voyez les gens qui se rencontrent, c'est-à-dire que nous sommes les mêmes. Donc je crois qu'on n'a pas de problème. Ils sont les mêmes ou nous sommes les mêmes? Mais attention, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes, ils sont les mêmes, ils sont ce qu'ils sont. Mais c'est pour ça que Olivier le disait, il faut se décomplexer. La disposition d'esprit dans laquelle on doit être, c'est un peu ça. Quand on accepte de parler avec l'adversaire, on s'est déjà compromis. Se dit, bon, ok, écoutez, derrière, on a laissé traîner trop de casseroles. Bon, ben, écoutez, on fixe un nouveau cap, on y va. Moi, je propose un pacte social plutôt qu'un dialogue où les gens vont encore aller s'éterniser sur un serpent de mer qui dure 27 ans. Social, si la question politique n'est pas réglée une fois pour de bon, est-ce que le pacte social 25 dialogues n'ont rien donné. Allons-y à un pacte social, on va voir ce que ça donne. D'accord. Isidore. Bon, je laisse libre à tout le monde de faire son analyse. Et moi, je pense que... Tu n'as même pas le choix. Non, le problème, c'est il faut le toucher du doigt. Et c'est un manque de volonté de faire avancer ce pays. Et tant que nous n'arrivons pas à crever l'abcès et à dire certaines vérités, nous allons tourner en rond et laisser l'essentiel et nous occuper des futilités. Oui, mais en même temps, ça fait 26 ans qu'on dit la vérité. Non, est-ce qu'on dit vraiment la vérité? La vérité rougit rougissent les yeux, mais la vérité rougit les yeux, mais ne crève pas. Mais les gens ne veulent pas entendre la vérité. Les gens ne veulent pas entendre cette vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que dans ce pays, il y a eu, je l'ai dit tantôt, une famille a régenté plus de 50 ans la vie de la nation. Et sa progéniture a fait le constat amer qu'il y a une minorité qui bénéficie des ressources du pays sans même prendre des dispositions pour que ça cesse.
C'est cela. Chakala. Et puis, on va évoluer. Non. Parce que vous demandiez la parole tout à l'heure. Oui, oui, je demandais la parole. En fait, c'était pour dire que, vous savez, quand il y a la volonté, on réussit tout. Ouais. Et nous voudrions que tous les acteurs qui se retrouveront autour de cette table, et ces acteurs-là ont fait quand même de très grands bons, des bons qualitatifs et quantitatifs. Il y a 6 mois, quand on parlait de dialogue, les lignes étaient figées. Les gens n'en voulaient même pas. Quand certains voulaient, d'autres n'en voulaient pas. Mais si tous ces acteurs-là ont compris qu'aujourd'hui, Attention, il faut se est-ce que les acteurs ont la même compréhension des discussions politiques qui s'ouvrent demain? ce qu'on veut, c'est qu'ils allègent Vous avez écouté Olivier tout à l'heure. Oui. Des gens y vont avec le verre déjà débordant. Oui, mais Oui, c'est que les 6 mois de crise ont eu quand même des répercussions sur le physique et l'esprit de ces acteurs-là qui vont se retrouver. Bien évidemment. Donc, ils doivent se remettre en cause, naître de nouveau, se faire des êtres nouveaux pour prendre part à ce dialogue. Et on ne va pas en mettant certains agendas cachés de côté. On va là-bas pour être sincère. Et on ne va pas là-bas pour se retrouver en ennemi, mais en adversaire politique. Oui, en adversaire politique qui ne s'entendent pas sur certains détails et qu'on va là-bas pour peut-être essayer de régler. Sur la gouvernance. Sur la gouvernance et sur beaucoup de choses. Donc, le pouvoir a déjà donné le temps. Le ministre Bawara a dit qu'il n'y aura pas de sujet tabou. Ça veut dire que les problèmes qui fâchent, qui ont toujours miné notre vivre ensemble, qui ont toujours peut-être fait en sorte que nous soyons au 27e dialogue là, ces problèmes-là seront posés. Et il appartient aussi... Oui, en même temps, ce discours du ministre Bawara, on l'a déjà entendu en 2006, lorsqu'on signait l'accord politique global. oui, Mais la faute à qui? Ben, justement, Je vous pose la question, je vous retourne la question. Si certains sont allés mimer là-bas, puisque, bon, Blaise nous mettait la pression qu'on parvienne à un accord et que, bon, il faudrait signer pour qu'on ne dise pas que c'est nous qui avions fait que ça a capoté là, les gens sont allés dans cette posture-là. L'insincérité de la classe politique, elle est criarde. Mais nous ne voudrions plus ça. Si les autres, vous pensez... Et Nana Akufo-Addo, il n'en a que pour 4 ans. Il a un programme pour son pays, pour son peuple. Voilà. Mais s'il conçoit, s'il accepte aujourd'hui et prendre un peu de ce temps pour venir gérer des questions... Ça fait 6 mois qu'il est au cheveu du Togo. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à faire. Un élément important. Je dis, trouvons les moyens, les ressources, la juste, c'est-à-dire que manière de dépasser, on va dire, un niveau où on a été pendant longtemps. Est-ce que nous voulons élever le niveau du débat? Mais pour élever le niveau du débat, il faut le simplifier. Quand on alourdit le débat, c'est lourd à porter. C'est ça le problème. On a beau personnaliser le débat, on a beau, écoutez, faire procès à qui on veut, le problème ne sera jamais réglé. C'est pour ça que je dis, quand moi je parle de pacte social... Oui, mais encore le débat de Gola a été personnalisé. Non, mais écoutez... Il y a une situation qui est une évidence, on peut pas passer à côté. Mais je vais vous dire quelque chose. Le roi, quand le roi dirige un peuple, ce n'est pas que lui qui dirige le peuple. Et le roi a des faiseurs de roi. N'oubliez pas. Et puis nous oublions souvent la variante, c'est-à-dire que pays de tutelle qu'est la France, la variante, notre histoire, donc la décolonisation au Togo, nous sommes un peuple, c'est-à-dire que atypique. Quand vous connaissez notre histoire, il y a des choses parfois, quand on veut le dire, il faut y mettre un peu de nuance. Moi, je ne vais pas sur ce terrain-là. Il y a un fait, nous le voyons, mais ce que je dis, soyons soft. C'est ça le problème. Parfait. Olivier, avant la pause. Non, moi, j'aimerais seulement mettre l'accent sur le fait que oui, on sait qu'il y a un pouvoir qui a duré au Togo. Oui, on sait que les gens, le peuple, ou tout le monde a besoin donc que ça évolue. Mais je crois que c'est la forme. Parce que pour faire ce genre donc, de choses ou d'alternance, il faut aller de façon, je sais pas, douce. Oui. Et on ne peut pas aujourd'hui faire l'alternance au Togo par la rue ou de façon brusque parce qu'on va créer plus de problèmes que de solutions. Ça, je crois que ceux qui sont pouvoir aussi en sont conscients et c'est pourquoi le dialogue devrait être le cadre idéal pour régler ce problème-là. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur mes idées et par rapport donc à ceux qui sont armés. En 30 secondes. En 30 secondes. Question, on va y revenir. Peut-être on va revenir, mais je crois que c'est lourd puisque j'ai
des indiscrétions, comment les Que gens vous voulez partager avec ont nous. déjà des plans pour aller au dialogue, qu'est-ce qu'ils ont préparé, comment, quels sont les scénarios. Soyons soft. Soyons soft. Soyons soft. Mais non, nous avons des indiscrétions. J'ai dit des indiscrétions. Je n'ai pas dit que j'ai fait un rêve. Si je ne suis pas Martin Luther King, non. D'accord, messieurs. Merci beaucoup, Olivier. Kedanou Issifou, Tchakala Alérou, Isidore Akolol. Nous avons une pause. On se retrouve dans 3 minutes pour la suite du débat. Taxi FM 93.1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retour en studio avec mes confrères Kedanou Issifou de l'Estrade, Olivier Adja de afripresse.info, Tchakala Alérou, courrier de la République, et Isidore Akolor du journal Actu Express. Et on aborde maintenant la vraie question de ce dialogue. Quel consensus peut-on finalement trouver pour que ce dialogue soit le dernier, à votre avis, Olivier? Non, ça repose le problème de la disposition d'esprit et de cœur, parce que il n'y aura pas de consensus lorsque la volonté n'y est pas. D'accord, lorsque les gens viennent. Et là, je disais que j'avais une discrétion. En réalité, c'est pour vous dire seulement que les gens ont un plan A qui est d'assister à ce dialogue et un plan B qui est de faire capoter ce dialogue, d'accord? Et le plan B est plus dodu, est plus cossu, est plus riche. Quel est l'intérêt des uns et des autres à faire capoter le dialogue? Non, en réalité, les gens vont au dialogue réellement par... ou bien en tout cas ils sont obligés d'aller à ce dialogue par formalisme, voilà. Donc ils n'y vont pas. Les populations ne demandent pas aux acteurs politiques d'aller faire du cinéma. On veut qu'on trouve des solutions réelles au problème du pays. Absolument, mais les acteurs politiques, est-ce qu'ils sont disposés à sortir donc de cette crise? Vous ne les trouvez Parce pas que disposés? oui, le gouvernement, le parti au pouvoir dit qu'il est disponible, il est disposé. Mais réellement, est-ce qu'on peut mesurer cette disponibilité? L'opposition dit qu'elle est disponible. Est-ce qu'on peut quantifier cette disponibilité? Parce que derrière, c'est que les gens veulent faire capoter ce dialogue pour dire à la communauté internationale et comment dire au peuple togolais que voilà, nous avons fait l'effort d'aller, mais ça n'a pas marché. Donc nous revenons et nous appliquons un autre plan. Mais ce sont des plans qui ne vont pas avantager le pays. Je le dis pour que on prenne à témoin ces gens-là et qu'on leur dise l'intérêt du peuple, c'est que ce dialogue réussisse, qu'on sorte donc de cette situation, au lieu d'avoir des plans A, des plans B, des plans C qui vont plutôt exacerber et la situation togolaise et qui vont nous plonger plus dans la crise. Parce que 6 mois de crise, ça veut dire que on a perdu au moins la moitié des recettes de l'État. Puisque l'année dure 12 mois. On a perdu 6 mois et l'État a perdu une partie de ses recettes. Et d'autres, les opérateurs économiques crient aujourd'hui. Donc il faut lancer un appel à ceux qui ne veulent pas de ce dialogue, vont pour faire du spectacle que le peuple les regarde, et ce sont eux que le peuple pointera comme ceux-là qui sont les acteurs de l'échec. Isidore, les discussions telles que celles elles sont enclenchées aujourd'hui, pensez-vous qu'elles vont réussir ou que ça ne réussira pas? L'échec est programmé. Je l'avais dit tantôt, mais je voudrais bien avoir tort pour que ce pays puisse avancer. Et je disais à l'époque que de la qualité des participants dépendra les résultats tangibles de ce dialogue et leur mise en application. Le gouvernement parle d'un dialogue inclusif. La coalition ne veut pas des autres. Même si on ne le dit pas ouvertement, on sent qu'on veut une discussion exclusive. Qui porte des revendications? C'est la question qu'il faut se poser. Et même quand les médiateurs ou les facilitateurs viennent, avec qui ils prennent langue, c'est déjà défini. Naturellement avec ceux qui sont dans la rue. Mais ils ont pris aussi langue avec d'autres, il ne faut pas oublier.
avec le pouvoir et les protagonistes de la crise. C'est important. Les autres peuvent verser leur contribution. C'est pourquoi je reviens encore sur cette proposition de retransmettre en direct le débat. Et j'ai suivi avec attention le développement de mon ami Olivier. Si les gens ont des plans A, B, C, Z jusqu'à Z dans leur carrefour avant d'aller à ce dialogue, mais le peuple les connaîtra. Ben oui. Le peuple les connaîtra. Oui, mais le résultat, ce sera quoi? Le résultat, c'est que le pays ne va pas avancer. Et on sait qui n'a pas fait avancer le pays. C'est en cela que je dis, c'est la responsabilité sociale du gouvernement de faire en sorte que, ne serait-ce que les plénières soient transmises en direct. Et on sait qui a fait quoi. Parce que on ne veut plus vivre ce folklore-là. On était sortis de la conférence nationale souveraine, on était tous plutôt euphoriques. Dans l'euphorie, on s'est dit que bon, le Togo va avancer. 27 ans. Mais aujourd'hui, le constat est là. Les gens applaudissent la conférence nationale souveraine, oui, de part et d'autre. Même de par le monde, on a salué le débat, le degré, la qualité des débats. Mais au finish, qu'est-ce qu'on a récolté? C'est la question. Et pire encore, l'accord politique global qui a été salué par tout le monde, l'accord historique, on a vidé ça de sa substance. Et si aujourd'hui on sanctionne des gens, c'est en cela que je voulais dire que alors là les choses peuvent évoluer. Si on sanctionne les gens de la sous-région de n'avoir pas appliqué les recommandations ou les accords politiques, je crois que c'est un bon précédent. Alors vous voulez dire que Faure Gnassingbé a conclu un accord avec ses opposants, ils n'ont pas respecté le fond? Suivez mon regard. Non, à l'endroit où lui. Et donc, en Guinée-Bissau, il sanctionne d'autres personnes. Ce n'est pas normal, c'est ça? Non, je dis que c'est un bon précédent. C'est lui le président, il ne peut pas s'auto-sanctionner. Il ne peut pas s'auto-sanctionner. C'est là que vivement, je voudrais que ça soit transmis en direct. Et on sait qui a fait quoi. Et qu'on ne vienne pas nous dire que bon, voilà, les conclusions du dialogue, qu'on les suive en direct. Alors, et on va prendre le peuple à témoin. Il y a aussi le débat de la transition politique aujourd'hui. Quand on interroge la coalition ou l'opposition qui est dans la rue, on dit Faure Gnassingbé va partir et il doit partir. Aujourd'hui, on va aux discussions. Olivier le disait que les cœurs sont armés. On dit on y va, on discute avec lui, on lui trouve une porte de sortie, on parle de transition politique. Aujourd'hui, est-ce que c'est faisable? Est-ce que quand on part sur ce pied-là, on n'est pas en train de tout capoter de dire? Mais tu l'as dit, Eric, et j'imagine le sourire les uns des autres. En fait, les erreurs protagonistes le savent très bien. Je l'ai dit en off tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on a dit aux gens, vous allez à ce dialogue. Vous y allez. Une sorte d'injonction. Eh bien, on va leur servir le dialogue, mais on a notre petite idée derrière la tête. Maintenant, si on n'a pas encore défini l'ordre du jour du dialogue, je l'ai dit tout à l'heure, nous le connaissons. Ça se fera demain. Attendons de connaître l'ordre du jour et nous allons nous prononcer. Nous avons nos colonnes, nous allons réagir. Mais je reviens, je dis, c'est l'heure de la vérité. La vérité, c'est laquelle? Si ailleurs, comme Isidore le disait, on a fait partir des gens et que ça a fonctionné, le contexte, il n'est pas le même. Je l'ai dit tout à l'heure, on a vu Hosni Moubarak sur une civière. Hein. On a vu Blaise Compaoré sortir avec un cortège que personne n'a compté sur un minimum. Si le président de la République, Faure Gnassingbé, veut partir, vous pensez qu'il dira au Togolais, je m'en vais? Rappelez-vous une phrase dans ce pays, le Togo. Et c'est là aussi le danger. Quand on fonctionne avec un peuple qui a connu toutes les désillusions qu'on a connues, il ne le dira jamais, je m'en vais. Mais il a sa petite idée derrière la tête. C'est-à-dire que l'annonce même de son départ éventuel... C'est un problème. Mais c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Mais pourquoi? Dans ce pays... Implication? Mais bien sûr. Quand il a dit dans ce pays, une minorité... Je ne termine pas la phrase. Oui, bien sûr. Mais j'aurais aimé qu'au lendemain, le peuple se retrouvât dans la rue et demandait à ce que cette minorité-là, d'accord, soit évincée du pouvoir. J'aurais aimé que la classe politique à l'époque se saisisse. Écoutez, le chef de l'État fait le constat d'une certaine faillite de l'État. L'État qui observe, ces citoyens qui le volent, qui le pillent,
On fait le constat et puis on s'arrête là. Vous voulez que c'est le peuple qui monte maintenant au créneau pour demander au chef de l'État de sanctionner? Non, mais pourquoi est-ce que le peuple est descendu dans la rue aujourd'hui? Mais il parle des réformes. Mais les réformes, est-ce que ça va régler le problème de la corruption? Je dis, nous sommes dans un débat que nous avons alourdi. Il faut qu'on soit soft. Je dis, quand les gens vont aller se retrouver, il faut qu'on se départisse, c'est-à-dire que des vieilles guéguerres et qu'on nous dise, c'est un aveu d'impuissance ou d'échec. Non, là où moi ni l'un ni l'autre. Je disais quelque chose en off tout à l'heure. Ni l'un ni l'autre. Quand on fait un constat, mais on trouve les palliatifs et on résout le problème. Aujourd'hui... Vous avez jamais vu Barack Obama dire « Je vous demande juste un mandat de plus ». Il y a des moments où... Vous savez, j'ai dit quelque chose tout à l'heure. Diriger un pays, c'est pas une famille. Hein? Vous savez, diriger un pays, c'est pas une famille. On le sait avant de venir au pouvoir. Mais vous... on sait. Néanmoins, celui qui prendra le pouvoir demain, dans la condition du départ du président de la République de cette façon-là, saura aussi qu'on le sait avant de prendre le pouvoir. Je vous donne la parole aux autres aussi. L'actuel président n'a pas les côtés franches pour pouvoir gouverner ce pays. Non mais attention, un pouvoir, ça reste un pouvoir. Et nous sommes en Afrique. J'ai dit tout à l'heure, nous oublions souvent beaucoup de variantes. Nous allons arriver à l'Afrique du Sud. Vous comprendrez beaucoup de choses. Tout à l'heure, dans 3 minutes, on parlera de l'Afrique du Sud. Tchakala, la transition politique. On fait quoi? On négocie le départ de Faure Gnassingbé? Non, ça dépend de ce que ceux-là qui ont lancé l'idée mettent dans cette transition politique. Parce qu'aujourd'hui, le Front citoyen Togo Debout insiste là-dessus. Bon, ils insistent peut-être qu'ils voudraient quand même que l'opposition aussi s'intéresse un peu à la gestion des affaires. Parce qu'on va à un dialogue, ce sont des problèmes qui sont... Mais la formule, c'est laquelle? C'est pourquoi donc les acteurs... On ouvre les vannes, c'est ça? Oui, ouvre les vannes et que l'opposition aussi puisse avoir sa part dans la gestion des affaires devant amener. On parle de déverrouillage des institutions de la République. Bien sûr. Ça fait partie des réformes. Mais l'opposition ne saurait être en retrait et voilà. En spectatrice à ce déverrouillage-là s'opérer. Si on veut déverrouiller... Gouvernement d'union. Pourquoi pas? Il y a eu des opportunités dans ce pays. Ça, la solution on a déjà essayé ça. Nous connaissons notre pays. Oui, il faut dire, on a déjà essayé le gouvernement d'union nationale. La crise que nous avions vécue depuis 6 mois, elle a quelque chose de particulier. Elle a eu quand même à éprouver les esprits. Entre-temps, le peuple était en dehors de ça. Maintenant, le peuple me met au cœur de cette crise. Et si le peuple va assister, et les bras croisés, voir les gens mimer que faire sérieux, ça engage le peuple. Quand il y a un problème qui se pose, si on dit que premier 2, 3 jusqu'à 27 dialogues, c'est que les gens sont allés là-bas, pas pour faire du sérieux. Comme l'a dit quelqu'un, les accords peut-être entre-temps qui ont été scellés n'ont engagé que les signataires. Alors qu'aujourd'hui, le peuple veut regarder ce qui se fait. C'est ça qui va un peu changer. Le peuple est en train de mettre la pression. On n'interrogera pas le peuple. Mais j'ai l'impression que les dialogues sont un fonds de commerce pour les gens. De toute façon, les résultats ou bien les compromis qui se feront au cours de ce dialogue, le peuple va apprécier. Un tour de table rapide sur la question, et puis on aborde la question de l'Afrique du Sud qui intéresse aussi l'opinion nationale et internationale, parce que au Togo, il y a une partie des Togolais qui demandent à ce que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. On voit en Afrique du Sud le parti du président qui demande de quitter le pouvoir. Bon, bien sûr, la participation ou non des forces armées togolaises aux discussions politiques. Vous avez 1 minute. Moi j'ai apprécié la sortie de Djeritama. Ça vient clore ce débat-là, parce que les forces de l'ordre sont soumises à des tests, à des lois. Et on ne peut pas demander une chose de son contraire. On veut une armée républicaine, alors il faut cantonner l'armée dans son rôle républicain. Et au même moment, on ne peut pas demander à l'armée de venir s'asseoir à la table de discussion politique. Au même moment, on lui demande d'être républicaine. Peut-être que ceux qui font la demande estiment que l'armée, aujourd'hui, est impliquée ou est très présente dans la vie sociopolitique, et qu'il faille au cours de cette discussion l'interroger et peut-être lui mettre beaucoup de points sur un seul île. L'interroger, c'est... Non, je pense que c'est la même chose. L'armée doit être cantonnée dans son rôle régalien.
de défendre l'intégrité territoriale. Il semble qu'elle a un visage suffisamment politique. Autant discuter avec elle. Évidemment, ça ce sont les anomalies, les togolaiseries que nous constatons. Avec, quand vous prenez même les préfets, on en compte jusqu'à une dizaine qui sont des militaires. Et ce ne sont pas des choses dans une démocratie. Dans une démocratie, il faut laisser l'appareil d'État à des civils pour que les choses puissent avancer, que l'armée reste dans son rôle régalien de défendre l'intégrité territoriale. Je crois que ça a été clair et net. Bon, ceux qui parlent de l'intervention de l'armée, je crois qu'on ne peut pas demander une chose et son contraire. Du même avis, sauf que dans l'intervention de Olivier Adja tout à l'heure, il a failli donc ouvrir, on va dire, la voie à une réflexion. Nous tous, nous sommes d'accord que l'armée togolaise n'est pas restée indifférente donc à la vie socio-politique de notre pays, mais qu'il faille l'intégrer aux discussions, non. Mais peut-être dans les discussions, il faut redéfinir une formule dans laquelle on peut permettre à notre armée de contribuer au développement du pays, mais autrement, en ne s'ingérant pas. Mais je dis encore que si nous allons... La Constitution a déjà réglé ce problème. Mais je dis, non mais écoutez, il y a ce que les tests prévoient et la réalité des faits. Si nous voulons combattre la réalité des faits, il faut créer de nouveaux dogmes tout simplement. Moi je dis, tant que nous n'allons pas changer de mentalité, tant que nous n'allons pas créer une nouvelle morale, une nouvelle discipline pour les Togolais, ça ne changera pas. En off tout à l'heure je l'ai dit, quelles sont les heures d'embouteillage au Togo? 9h, 10h. Mais c'est à 9h qu'on va au boulot. Tout le monde va au boulot à 9h, 10h. C'est les commerçants. Et vous... Mais puisque tous les Togolais sont devenus commerçants, je disais tout à l'heure que les dialogues, c'est un fonds de commerce. Les gens, quand ils se retrouvent ensemble, en fait, ils savent ce qu'est le problème du Togo. Mais puisque chacun y trouve son compte, il faut jouer donc au spectacle. Le peuple, il est là. Quelqu'un a dit sur une radio, c'est un de nos confrères, que le peuple, chacun se réclame du peuple, mais le peuple est devenu se baigner dans l'huile qu'on tourne dans tous les sens. Oui. J'ai bien aimé l'image. Vous voyez, et c'est ce peuple-là qu'on a aujourd'hui. Et il faut permettre à ce peuple, si on veut régler le problème du Togo, d'élever son niveau d'instruction, de compréhension. Non mais ce sont les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le pouvoir va vous dire, nous avons créé telle structure, telle institution. Mais les gens ne s'y reconnaissent pas. Aujourd'hui, il suffit que la tête d'une institution, aujourd'hui, on change de tête et qu'on voit que la personne là, il faut créer de nouveaux profils, c'est ce que je veux dire. Vous avez de nouveaux profils, des gens qui peuvent faire une certaine unanimité au sein des communautés. Des gens qui ont une certaine crédibilité, qu'on peut reconnaître dans les deux courants. On peut créer des structures comme ça avec ces gens-là pour se dire, d'ici 10 ans, il faut qu'on en finisse avec tant. Et ce sont les conditions qu'il faut créer à ce dialogue. Le cas des forces armées. Bon, on ne saurait vouloir des choses et leur contraire en même temps. La Constitution a défini le rôle que chaque entité doit jouer dans le pays. Tout à fait. Et moi, je crois que ceux-là qui invitent l'armée au débat sont en train de créer un grave précédent qu'on ne pourra pas gérer après. Que l'armée s'occupe... Non, les précédents ne sont pas encore là. Les précédents sont là, mais on ne voudrait pas encore grossir. Les empirer. Les empirer, ces précédents-là. L'armée, entre-temps, sa présence était surabondante dans la vie sociopolitique. Maintenant, est-ce qu'on va toujours continuer à aller dans ce élan-là? Si les institutions sont fortes, si la Constitution était respectée par rapport au rôle que chaque entité devra jouer, moi je dirais la politique aux politiciens, aux acteurs politiques, et la défense du territoire et la sécurité intérieure du pays au corps habillé, ça s'arrête. C'est quand les gens voudront peut-être mélanger tout que... Bon. Les nominations intempestives. Absolument. D'accord, messieurs, merci beaucoup. Le dernier sujet à évoquer, c'est l'Afrique du Sud. Jacob Zuma. Aujourd'hui, il est poussé à la démission. Même son parti, la ANC, lui demande de quitter. Il devra, si tout marche bien, ce soir ou demain matin, se prononcer sur le sujet. Rien ne l'oblige à quitter le pouvoir. Mais la configuration sud-africaine est telle que il est mis là-bas à peu près par son parti. Quelle analyse peut-on en faire aujourd'hui, Isidore Akola? Non, c'est triste, tout triste pour Jacob Zuma. Et c'est l'ironie du sort. C'est comme ça qu'il a évincé Thabo Mbeki. Et aujourd'hui, il est sur la sellette. L'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé, comme on le dirait. Mais lui, c'est pire encore.
Thabo Mbeki était sorti par la grande porte. Lui, c'est peut-être pas la fenêtre qui va sortir. On ne sait pas. Et il joue au chrono. Il demande encore 3 mois, voire 6 mois de transition pour faire je ne sais quoi encore. Et c'est un président qui traîne des casseroles. Et il a peur des lendemains. Donc, je crois qu'il est temps pour lui de négocier et de faire en sorte que l'Afrique du Sud demeure un modèle de démocratie. Sans cela que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud doit interpeller même la classe politique togolaise. Aujourd'hui, ça veut dire qu'un président peut quitter ses fonctions sans avoir fini son mandat. Ah oui, impeachment, c'est ce que disent les Américains. Mais impeachment. Je vous voyais venir. Hein. Non, ça a été le cas partout. Quand vous gérez mal, vous n'avez pas les coups de franche, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit et vous faites des constats et vous n'arrivez même pas à résoudre, à trouver des solutions, alors que vous êtes là pour solutionner les problèmes du pays. Au lieu d'en créer, comme Jacob Zuma l'a fait, voilà, c'est ce qui reste. Donc, tout le monde garde le souffle, les Sud-Africains gardent leur souffle pour voir ce qui en sortira aujourd'hui. Sinon, il va sortir par la fenêtre et ce serait bien dommage pour lui. Olivier Hadja. Non, je crois que Jacob Zuma, son mandat en cours jusqu'à l'année prochaine. 2019, oui. Et non, j'estime que d'abord, c'est le comportement de Jacob Zuma qui a suscité, donc, qui a créé ce problème. Et on a vu comment le jeune, comment il a le Julius Malema, donc est parti. Il a crié victoire aujourd'hui. Est parti de l'ANC aujourd'hui. Et donc Jacob Zuma avec ses casseroles, il a plus de, je sais pas, plus de 600 ou 1000 chefs d'accusation. Donc voilà, et il est en train de négocier aussi ça, comme certains ont négocié leur départ du pouvoir. Mais je crois que le système sud-africain il faut donc le revoir, parce que il n'est pas bien qu'un parti politique qui puisse décider de l'avenir d'un chef d'État, même si élu par le peuple, même s'il il vient des rangs de ce parti, il devient le représentant de tout un peuple. Et demain, voilà, cette minorité ne peut pas se lever et dire qu'il parte. Et ça, c'est le principe. Même si on peut comprendre le cas de Jacob Zuma qui gère le pays comme si c'était voilà, donc une épicerie de quartier où il donne des marchés à des amis, il fait ce qu'il veut du pays. Mais je crois qu'il faut revoir tout ça, parce que le bâton qui a été utilisé pour frapper la première femme va être utilisée aussi. C'est pourquoi il faut éviter ce système là au Togo, parce que si on fait partir un président par voilà, la violence, celui qui viendra risque d'être aussi renvoyé de la même manière. Je dis la manière, c'est-à-dire ce n'est pas une manière orthodoxe. Donc si vous faites partie ce président comme il a fait partie Thabo Mbeki, c'est la même manière qu'on va le faire partie. Celui qui viendra par là, et après lui, par la même manière, partira par la même manière. Je m'excuse de me répéter trop, mais je crois que mon idée est comprise. Il faut éviter de faire partie les présidents élus par voilà, cette manière. Non, en fait, c'est que l'ANC est en train de jouer son avenir. Et celui-là qui aujourd'hui est en train d'hypothéquer l'élan pris par l'ANC depuis l'époque de Mandela, c'est Jacob Zuma. Oui. Parce qu'on a vu d'autres forces politiques monter en force dans ce pays. Et si l'ANC ne prend pas ses responsabilités dès à présent, les élections qui arrivent risquent d'être fatales à ce grand parti. Donc vous voyez, donc il faut faire la cuisine interne. Et la mauvaise herbe, il faut l'arracher avant que tout le champ ne soit contaminé. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, c'est par un sens de l'anticipation. Mais en même temps, ça pose des problèmes réels. Non, un président élu au suffrage universel et qui se fait dégommer par son parti. Non, c'est le système qui a toujours prévalu. Et quand lui, il avait aussi créé... Oui, mais est-ce qu'il faut pérenniser ça?
Ils se plaisent là-dedans. Parce que sinon, ce débat se pose aussi ailleurs. Ils se plaisent dedans. Sinon, quand il avait quand même envoyé des pots de banane à Thabo Mbeki, on devrait dire que, ah tiens, on est en train de créer une situation qu'on ne pourra plus gérer à l'avant. Mais puisqu'ils se plaisent, puisque le pays vibre à ce rythme-là, on s'y plaît. Lui aussi, il va passer par là. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est en train de se passer pour créer une certaine survie, donner une certaine chance à l'ANC de pouvoir continuer à gagner les élections futures. Et tenez-vous bien, c'est que quand on est président, on n'est pas un super homme. On n'est pas un super homme, on ne se sert pas de ce vote populaire pour peut-être mener ces affaires. Sur le plan des abus sexuels, des viols et tout ça. Un président qui traîne toutes ces cuisines-là derrière soi, franchement, ça ne fait pas bien. Mais selon les indiscrétions, et aussi, c'est que... Ouais, l'homme des indiscrétions. Selon les indiscrétions, c'est que il y a aussi le pouvoir blanc, ou du moins le parti des blancs qui fait un effort ou bien qui joue aussi sa partition et veut créer de la zizanie pour pouvoir... Ici, il y a un autre élément. Je n'avais pas terminé avant que l'autre... Vous savez... L'homme des indiscrétions. Jacob Souzouma savait que tout au tard, cette situation-là devrait arriver. C'est pourquoi il a œuvré de toutes ses forces pour que sa femme prennent les rênes de l'ANC. Malheureusement, ça fait un flop. Donc, vous voyez, non? Donc, il savait que tôt ou tard, ça devrait arriver. Mais le n'a pas su éviter ça. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce que mes confrères ont dit, mais je viens avec, c'est-à-dire qu'un autre élément très très important que nous perdons de vue. Sachez que la police, ce matin, a fait un raid dans la maison des Gupta. C'est pas un élément fortuit. Ce qui est reproché à Jacob Zuma, c'est d'avoir favorisé la corruption au niveau de l'État. Quand vous êtes chef d'État et que vous favorisez en fait le business, on va dire, le business, parce que ça, au sommet de l'État, tôt ou tard, ça se retourne contre vous. Parce que les Gupta, vous n'imaginez pas. C'est une porte, mais c'est une porte d'entrée de toutes les multinationales qui ne viennent pas forcément avec l'éthique. Parce que ici, c'est ça en fait. Vous savez, les communautés africaines sont très regardantes sur l'éthique. À un moment donné, je dis, la morale, les vertus ont quitté les gens. Et ça ne fait pas bien. Jacob Zuma, là où il est aujourd'hui, et comme Aliru Tchakala le disait, il savait très bien que cette situation va le rattraper. C'est pour ça qu'il a voulu faire en sorte que celui ou celle qui vienne après puisse continuer à camoufler le jeu qui s'est... S'il avait la volonté en réalité de mettre fin à cette spirale-là, ce qu'il aurait dû faire, c'est de commencer déjà quand il est venu au pouvoir, de réduire l'influence de cette famille-là et l'influence des multinationales sur le pouvoir sud-africain. Ceux qui sont derrière, si on veut les vincer aujourd'hui, c'est tout simplement pour fermer la porte à cette influence des multinationales. Benjamin Netanyahu aussi est en train de vivre... Mais bien sûr, c'est-à-dire que quand vous favorisez le business à un moment donné, ça se retourne contre vous. Parce que à un moment donné, vous aurez fermé la porte à d'autres multinationales qui veulent venir. Elles ne vont pas rester tranquilles. Elles vont passer par d'autres moyens pour pousser les gens à vous évincer pour qu'elles puissent venir. Maintenant, c'est de faire un jeu équitable qui permette à tout le monde de s'installer, mais dans un cadre formel bien défini où les aspirations du peuple sont prises en compte et que les conditions soient créées pour que chacun tire profit de la situation. Une leçon à tirer, il ne faudrait pas que les présidents de la République deviennent des businessmen. C'est ça, c'est la leçon à tirer. Et ça va droit aussi pour le Togo, où beaucoup de gens sont dans les affaires. La famille Gupta, là, on en sait beaucoup sur les affaires autour. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Surtout sur le phosphate togolais. Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express. Kenanou Issifou, le patron du journal L'Estrade. Tchakala Alirou, du journal Courrier de la République. Et mon cher ami Olivier Adia, le patron de l'agence de presse Afri-Presse, l'homme des indiscrétions. Vous avez dit très bien. Merci à Francis Daye qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Rigaton. À demain. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.